commencer dans quelques instants ce nouveau live sur la pleine conscience en attendant que chacun se connecte et du coup, je vais faire quelques partages comme d'habitude pour que vous puissiez vous connecter depuis peu importe l'endroit où vous êtes. Voilà, que vous soyez dans un groupe ou que vous soyez directement sur notre page internet, vous pouvez vous connecter aux différents lives. Bonjour Amel, comment vas-tu? Bonjour Mathieu, bien. Alors écoute, comme je te l'ai dit, j'espère pouvoir faire tout le live, c'est pas sûr, hein, parce que Ouais. j'attends la livraison de ma nouvelle box. Alors là, j'ai déjà Internet par mon téléphone, c'est bien. Donc tout fonctionne. Bon, mais bonjour à tout le monde pour ce dernier jour de la semaine. Ouais, si jamais bonjour Cathy, bonjour Julien. On s'adaptera. Ouais, voilà. Pire, tu finiras seul sans moi, c'est pas gênant. Bonjour à tout le monde. Donc, pour ce dernier jour de la semaine, c'est important de se rappeler que nous sommes vendredi. Des petits repères temporaires comme ça. Des repères temporels. Bonjour Martine. Donc, aujourd'hui, la pleine conscience. Sujet hautement intéressant. Je pense que vous aurez des choses à nous dire. Bonjour Jennifer. Je vais peut-être couper mon téléphone quand même. Je suis en train de faire les partages. En même temps, vous pouvez partager ce live, comme ça sera fait aussi. Oui, bien sûr. Bonjour Jennifer, Isabelle, Louisa, Nat. Alors, nous avons notre groupe d'habitués. Ça fait plaisir de voir, de vous retrouver aujourd'hui. Pour bien terminer la semaine. Exactement, terminer la semaine ensemble. Bonjour Morissette. Donc après avoir parlé de la créativité, eh bien, nous allons dans la pleine conscience. Bonjour Céline. Et peut-être que l'une se nourrit de l'autre. Ah, c'est tout noir aujourd'hui, c'est pas vert, tu vois. C'est vrai? Ouais, mais bon. Tout noir. En fait, il y a des petites couleurs, il y a du violet, il y a du... Voilà. Ouais. Pareil que le violet, c'est la couleur de la sérénité, donc ça fait sens. Ouais, de la spiritualité aussi. Exact. Ok, ben ça tombe bien, puisque aujourd'hui, on va parler de pleine conscience. La pleine conscience, on va parler, et pas que de la pleine conscience, je pense qu'on va faire plusieurs sujets qui vont être autour de la pleine conscience, autour de la spiritualité, du coup. On va rentrer un petit peu dans ces sujets-là et on va faire un live qui est... on est en fin de semaine, c'est vendredi, hein, pour ceux qui sont sur le live, pour ceux qui sont en replay, peut-être qu'on est samedi, dimanche ou un autre jour, je sais pas. Mais du coup, j'ai envie de vous proposer de faire un live ouvert. C'est-à-dire que je vous propose qu'on aborde différents types de sujets sur ce live. Voilà, on va bien sûr parler en priorité de la pleine conscience, mais si vous avez des questions sur d'autres sujets en parallèle, bien sûr qui seront en lien avec la spiritualité, nos sujets que nous alimentons, des sujets qu'on a déjà traités avec Amel jusqu'à présent, des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou alors parce que vous avez regardé le replay. Et donc sur les replays, ben forcément on ne répond pas puisqu'on n'est pas présent. Donc n'hésitez pas à poser des questions, partagez vos expériences aussi si vous avez envie d'en partager. Et puis voilà, et sinon on va démarrer par la pleine conscience. Et puis voilà, même si ça bug un petit peu sur l'image, le plus important c'est que vous nous entendiez. Et si vous nous entendez bien, c'est parfait. Ok Amel, du coup, est-ce que... alors on parlait de pleine conscience, et toi je sais que tu as fait une formation, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, MBSMA, c'est ça? MBSR, tout à fait. MBSR, ok, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, déjà ce que je peux vous dire de la pleine conscience, pourquoi c'est un sujet qui est très très... alors j'aime pas dire à la mode parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va passer comme toute mode qui se respecte, mais plutôt qui est dans l'air du temps. Voilà, c'est plus juste, je pense. Parce que en fait, on a nos vies modernes nous amènent peut-être à ça aussi. Et j'aime bien la métaphore que je vais vous donner maintenant, qui explique un peu le pourquoi c'est devenu très important pour nous aujourd'hui de prendre ce temps, de pratiquer la pleine conscience. Imaginez un joli verre, un verre de cristal.
dans lequel vous mettez une eau pure. Une eau absolument pure, magnifique, d'accord? Vous la versez dans ce verre et puis après vous prenez une cuillère à café d'une terre très noire que vous mettez dans cette eau. Vous en mettez une deuxième, allez, et une troisième. Et puis vous mélangez. Et cette eau, elle devient noire, d'accord? Et plus on agite et plus effectivement cette eau reste noire. Et on se rend compte qu'à un moment donné, si on arrête de mélanger et qu'on laisse un certain temps, la terre qu'on a mis va se déposer au fond et l'eau va redevenir parfaitement pure. Eh bien, c'est ce que nous faisons toute la journée, à nous agiter dans tous les sens et surtout à croire que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous ressentons, c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire cette terre noire, cette eau noire, sale, et on croit que c'est nous. Alors qu'en fait, il suffit qu'à un moment donné, on se pose pour que les choses se décantent et que notre être merveilleux et pur réapparaisse. C'est ça la métaphore de la pleine conscience. Moi, j'aime bien cette idée. Alors moi, je suis quelqu'un qui est, je ne sais pas si ça se voit dans les vidéos, mais j'ai beaucoup d'énergie. Et alors, rester sans rien faire, ça m'arrive, mais c'est pas trop dans ma nature pro. Voilà, c'est pas trop dans mes habitudes. Et du coup, comme souvent, hein, quand c'est très loin de nous, ça nous attire. D'accord. Donc, il y a très longtemps de cela, j'ai acheté la collection, vous savez, pour les nuls. J'ai acheté la méditation pour les nuls. Il y a longtemps. Des années, je ne sais plus quand. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, c'est pas gagné cette histoire, quoi. Vraiment pas. En plus, il disait d'entrée de jeu, ça va être dur, les gars. C'est-à-dire que la pleine confiance, va falloir s'accrocher. Hein. Alors déjà, ça m'a un petit peu dissuadée, quoi. Et je me souviens qu'il y avait un des exercices qu'il proposait pour les nuls, hein, je vous rappelle. Hein. C'était d'inspirer et de compter 1, d'expirer et de compter 2, d'inspirer 3, d'expirer 4, jusqu'à 10. Et quand on arrive à 10, il fallait revenir à 0, pas à 1. Quoi. Et faire ça, par exemple, dans son lit avant de s'endormir. Bon, moi, je me rendais compte, parfois, j'étais à 42 et j'avais oublié de revenir à 1. Quoi. Tellement c'était compliqué pour moi, je me retrouvais à faire les choses machinalement. Et là, je me suis dit, laisse tomber, c'est pas le bon moment, t'es pas prête pour ça ou t'es pas faite pour ça, donc j'ai lâché l'affaire. Et je pense qu'effectivement, il y a un timing par rapport à ça. Et la pleine conscience, elle est revenue dans ma vie. Après moult tentatives de faire ça toute seule, hein, avec des tutos sur Internet, des méditations guidées, des machins comme ça, qui me procuraient en fait tout l'inverse de ce que j'entendais de la pleine conscience. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une espèce de sérénité, de calme intérieur, bah, c'était pire que tout en fait. Je me sentais agitée, je me sentais bousculée et je me sentais en plus nulle. C'est-à-dire genre j'arrive pas à atteindre cet état magnifique, merveilleux qui est le calme intérieur. Donc finalement, ça me renvoyait plutôt à des échecs plutôt qu'à quelque chose de satisfaisant. Donc j'ai arrêté de faire ça. Et puis j'ai rencontré une personne, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Une personne qui est formée à la pleine conscience et qui propose le fameux programme de Jon Kabat-Zinn, dont je vous ai déjà parlé, il me semble, dans un des lives. C'est la version laïque de la méditation bouddhiste. Donc, détachée de toute connotation religieuse, donc laïque, et on va dire adaptée à nos modes de vie européens. Parce que c'est vrai que, enfin plutôt occidentaux. Parce que c'est vrai que pour moi, la méditation, je ne sais pas si vous, ça fait pareil, mais c'est au pire, je suis habillée en orange, je suis chauve, je vis dans un temple, donc moine bouddhiste. Ou alors, je mange des graines, je m'habille en sarouel et voilà. Et en fait, dans ma tête, j'étais restée sur un petit cliché un peu réducteur. Et en fait, en lisant Jon Kabat-Zinn, déjà, je me suis rendu compte que pas du tout, que c'est pas les seules alternatives et qu'en fait, la pleine conscience, elle est accessible à n'importe qui. Et la version donc de Jon Kabat-Zinn, qui est donc laïque, était très intéressante. Alors, du coup, je rencontre cette personne qui fait les formations MBSR. Alors, pour un rappel, MBSR, ça veut dire Mindfulness-Based Stress Reduction, ce qui veut dire la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Et c'est marrant parce qu'en anglais, on dit mindfulness. Et c'est vrai que pleine conscience, ça peut renvoyer justement aux notions de conscience et ça peut troubler. Donc maintenant, on parle plutôt de pleine présence, hein, j'ai vu, qui peut sonner plus juste peut-être aussi. Par rapport au conscient-inconscient. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais je pense ça dépend de ce qu'on met dans la conscience. Voilà. Donc, en fait, finalement, les gens étaient peut-être troublés. Alors, pleine présence, c'est pas mal aussi parce que c'est assez ça. Alors, le programme MBSR, je vais vous en parler.
et puis pour témoigner de ce que c'est. Donc déjà, c'est un programme qui dure 8 semaines. Donc en fait, il y a un rendez-vous hebdomadaire de 2 heures où en fait, on apprend les pratiques en collectif. Et ensuite, on s'engage sur des routines tous les jours. Pour chaque semaine, il y a des devoirs à faire tous les jours. L'objectif étant quoi? D'apprendre en fait, parce que c'est un entraînement. En fait, on s'entraîne à la pleine conscience et on s'engage à faire de son mieux à faire ça. Et dès la première séance, on nous dit clairement, en fait, vous attendez quelque chose de la pleine conscience, de cet exercice-là, de faire cela. Vous attendez le calme intérieur, la paix, etc., etc. Les gars, c'est pas le but, quoi. C'est pas ça le but du tout. Le but, c'est pas d'obtenir quelque chose, c'est faire pour faire. C'est être en réalité même. Il n'y a rien à faire, en fait. En fait, il n'y a rien à faire. Déjà, être pour être, sans attendre quoi que ce soit. Ouais, on comprend intellectuellement, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'en fait, on fait rien dans notre vie pour rien. Donc, c'est très abstrait tout ça. Bon. De toute façon, elle nous dit de toute façon, vous allez voir qu'au début, vous aurez des attentes et que l'objectif, en fait, c'est de les lâcher au fur et à mesure. Ensuite, effectivement, ces méditations, elles sont guidées, elles sont accompagnées de textes qui nous font réfléchir. Et chaque semaine, on réfléchit sur des comportements que l'on a. Parce qu'en fait, la pleine conscience ou la pleine présence, ça n'est que cela, c'est s'observer. S'observer déjà alors il y a la posture qui est très importante, qui normalement aide. La posture aide, c'est-à-dire que c'est pas très confortable. On met du temps à trouver celle qui nous convient, mais ça aussi, ça fait partie du jeu et du processus. Et puis ensuite, effectivement, c'est observer le corps, la respiration, les bruits environnants, les sensations corporelles qui bougent. Hein. Quand on se prête un peu au jeu, on voit bien que rien n'est figé. Hein. Et ensuite, observer ses pensées de la même manière, sans chercher à changer ce qui est là. En fait, il faut accepter ce qui est là. Donc, ça peut être une crampe dans la jambe, des fourmis dans les pieds, une envie de se gratter, des pensées qui passent. C'est tout ça qui se joue. Et aussi, parfois, l'envie de bouger. Moi, j'ai des fois des séances où j'avais une envie de dingue, de bouger. Et en fait, elle me disait, accueille ton envie de bouger dans l'immobilité. Donc, en fait, c'est aussi accueillir. Donc, c'est un excellent exercice d'entraînement à la vie. Et de tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à présent, c'est l'acceptation, le lâcher-prise. Tout ça, on le vit, en fait. C'est exactement ça. On s'entraîne à faire ça. Et après, on est capable de le faire dans notre vie de tous les jours. Et donc, c'est une expérience incroyable où, en fait, on affûte complètement nos sens de l'observation et du non-jugement, d'accueillir ce qui est là et qui on est, et d'observer tous nos mécanismes. Par exemple, on doit observer toutes nos émotions. Une semaine entière, on doit noter toutes les émotions. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Quelles sont les émotions? Comment on communique? En fait, on va passer notre temps à être un objet d'étude. Et finalement, c'est ce qui me reste le plus, je crois, aujourd'hui, c'est cette capacité à m'observer en train de fonctionner, sans me juger, avec bienveillance et amour, et même avec, franchement, curiosité et parfois même une certaine fascination, en disant « Ah ouais, d'accord ». Donc, en fait, c'est assez puissant. Et l'idée, pourquoi on fait ça? Déjà, donc, pour mieux se connaître et parce que finalement, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, parce qu'on se découvre complètement, d'accepter ce qu'on est sans vouloir changer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pour info, les gens qui méditent énormément, alors on sait, hein, Jon Kabat-Zinn, donc, qui est un biologiste, chercheur, il a fait des IRM des cerveaux de méditants, de moines bouddhistes qui ont médité depuis très très longtemps, et on sait qu'il se passe des choses au niveau du cerveau, que ça augmente le corps calleux, que la connexion entre les hémisphères fonctionne mieux, que ils ont une capacité de concentration qui est supérieure à la moyenne, enfin. Ça, c'est observé, mais donc ça, c'est vraiment intéressant de comprendre ça, que la méditation va avoir un effet puissant sur notre cerveau, mais bon, à la limite, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai qu'on va vraiment affûter notre capacité à nous observer, à nous analyser, à comprendre comment on fonctionne tout le temps. Je trouve ça assez... voilà, c'est une expérience à vivre. Et après, effectivement, l'idée, c'est de faire cette habitude, parce qu'il faut devenir une habitude. Une fois qu'on a fini les 8 semaines,
Parce qu'en fait, ils disent qu'il faut vraiment 8 semaines pour installer le truc. Et après, il faut continuer à vivre ça. Alors, on expérimente différents types de pleine conscience. La pleine conscience, donc immobile, dans la position qu'on imagine, assise, le dos droit, etc. On expérimente la pleine conscience dans la marche, une marche très, très lente. Et on expérimente aussi la pleine conscience dans le yoga, un yoga excessivement lent, couché et debout, où en fait, tout est, encore une fois, prétexte à observer ce qui se passe dans le corps. Moi, j'ai vraiment aimé la partie yoga parce que je trouve qu'elle est, elle me correspond peut-être plus que la partie totalement immobile, mais en même temps, c'est peut-être là où je dois aller, hein, puisque c'est celle qui m'embête le plus. Et donc, il y a vraiment toute cette idée de lâcher prise. Et elle nous racontait une histoire que j'ai trouvé ça super. Je crois que c'était dans la première ou deuxième séance. De pilotes américains, des pilotes d'essai. Et en fait, ils devaient tester un avion. Et vous savez, les pilotes d'essai, ils testent les limites. Hein, ils vont jusqu'aux limites, quoi. Et donc, ils devaient monter en piqué avec l'avion. Et à un moment donné, ils essayaient de contrôler parce que l'avion commençait à chuter. Parce qu'à un moment donné, arrivé aux limites techniques de l'avion a tendance à tomber. Et ils essayaient de redresser comme des dingues. À chaque fois qu'ils essayaient de lutter contre ça, ils se crachaient. Donc, ils s'éjectaient de l'avion et l'avion se crachait. Et puis, un jour, un des pilotes a testé de nouveau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu connaissance. Il est monté tellement vite qu'il a perdu connaissance. Et donc, il n'a rien fait. L'avion a commencé à tomber. Il était inconscient. À un moment donné, il a ouvert les yeux, il a repris connaissance et il a tiré sur le manche et c'était nickel. L'avion ne s'est pas crashé. Et quand il est revenu au sol, il dit « Ah, t'as fait quoi? Et en fait, il dit « J'ai rien fait. » Et parfois dans la vie, rien faire, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Non, mais moi, j'ai trouvé cette histoire absolument géniale. Parce qu'on essaie toujours de faire quelque chose et à un moment donné, parfois, rien faire, c'est ce qu'il faut faire. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et encore une petite citation que j'aime beaucoup, c'est une citation anonyme. Dommage, la personne n'est pas devenue célèbre avec cette phrase, mais moi, je l'adore. Je vous la cite parce que ça explique le pourquoi du comment. J'ai vraiment vécu une vie formidable. Je regrette seulement de ne pas avoir été là pour en profiter. Parce que quand on vit à toute allure, on ne laisse pas de traces. Ça laisse pas de traces. Et je trouve ça pas mal du tout. Et finalement, la pleine conscience se décanter pour que revienne l'essentiel et pour qu'on puisse vraiment vivre notre vie pleinement en s'en souvenant, en étant présent à soi et présent au monde. Voilà ce que je peux en dire de la pleine conscience, de ce que j'en ai capté. Ouais, c'est vrai que la pleine conscience, c'est vivre autrement. Et tu as bien fait le tour, tu as vraiment bien présenté finalement ce sujet. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres à faire de la pleine conscience. Et on parle d'énéatypes et suivant les énéatypes, il y a ceux qui sont plus dans une énergie d'extériorisation et d'autres d'intériorisation. Et peut-être ceux qui sont plus en intérieur ont plus de facilité à faire ça que ceux en énergie extérieure. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même beaucoup déjà dans une forme d'observation et du fait d'être plus dans l'observation que dans l'action, eh bien, ils vont déjà avoir des prédispositions pour ça, parce que on dit que la méditation, méditer, ça veut dire observer. Donc c'est une forme d'observation déjà. L'objectif, c'est pas juste d'observer pour observer, c'est d'observer pour changer l'expérience et la façon d'observer les choses, et la façon de vivre cette réalité. Et c'est vrai que moi, après 20 ans, j'ai commencé à faire un petit peu de méditation. Et moi, je suis plutôt dans une énergie intérieure, donc j'étais plutôt discret, timide, introverti, si on peut dire. Donc, quelque part, le fait de faire des méditations là, et je voyais que pour certains, c'était un challenge d'arriver à pratiquer la non-pensée. Je trouvais ça assez facile, du coup, de ne pas penser. Bon, j'étais plus jeune aussi, on a moins de choses dans la tête. En tout cas, on a moins de contraintes, peut-être de pression ou de difficultés particulières de gestion de la vie, etc. Il y a peut-être plus d'insouciance aussi. Donc j'avais commencé par ça, et puis j'ai trouvé ça plutôt facile, mais en même temps ennuyeux. Je m'ennuyais.
Et c'était un petit peu ce que tu as dit au départ, ne rien faire. Et c'est vrai que ne rien faire, c'est un concept. Je pense que pour certains, c'est une façon de vivre aussi, que de prendre conscience finalement de ce que l'on vit, de ce qui nous entoure, de ce qui se joue, des intentions de chacun. Et qu'à partir du moment où on est trop impliqué dans un échange, quel qu'il soit, dans une volonté ou une attente de quelque chose, eh bien, on ne peut pas être dans l'observation. Pas autant. L'observation, elle est orientée et du coup, on observe ce qui va dans le sens de vos attentes. Et à partir du moment où on se libère finalement d'un certain nombre d'attentes et de choses, on va pouvoir arriver à accéder à quelque chose de différent, on va dire une perception différente de la réalité. Après, il y a bien sûr le fait de méditer, et comme tu as dit, le fait de méditer, de s'entraîner à méditer pour changer finalement la conscience. Alors, le jeu de mots, tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi, c'est un jeu de mots parce que ça dépend ce qu'on met dans la conscience, parce que certains vont penser que la conscience, ils vont attribuer ça au mental, et puis d'autres vont attribuer ça non pas au mental, mais à l'esprit. Voilà. Même le mot esprit, là aussi, le mot esprit peut être attribué pour certains à du mental, et pour d'autres, l'esprit sera attribué à l'âme. Donc, en fonction des mots, on va dire que les interprétations peuvent être différentes. Apparemment. Ouais, et des soucis de son. Est-ce que c'était vrai pour nous deux ou c'est juste pour Mathieu? Alors moi, je t'ai entendu, ça coupait un peu pour moi quand tu as parlé à la fin. Parce que moi, ça coupe quand tu parles un petit peu aussi, mais ça va, je suis. Moi, au niveau Wi-Fi, je suis juste au top, quoi. En fait, j'aurais dû faire ça depuis le début. Mon téléphone, il a plus de pouvoir de connexion que mon. Ouais, que ma box, en fait. Ok. Mais j'aimerais savoir si c'est vrai pour nous deux ou si c'est juste pour Mathieu. Donc, apparemment, pas de son. Pour nous deux, d'accord. Okay. D'accord. Je ne sais pas quoi vous dire, puisqu'on n'est pas au même endroit. Sans arrêt pour les deux. Ouais. Non, mais écoute, le site, c'est soit peut-être l'hébergement, soit peut-être ma connexion ou la tienne. Ok. Est-ce que tu as essayé de te déconnecter tout à l'heure? Donc, non, tu t'étais déconnecté totalement, Amela? Ouais, moi, j'avais relancé le site. Hein. Ouais. Juste le site. Ok. Donc, normalement, en théorie, ça a dû basculer sur moi. Putain, ça. Ouais, maintenant, ok, vous nous dites quand ça revient. Et ok. Je vais vous mettre un petit message. On dirait. Ah, une grosse coupure. J'espère que ce ne sera pas comme ça, parce que des fois, le live, il est moins bon que l'enregistrement. Ah, ça va mieux là, a priori. Bon, bah, écoute, c'est mystérieux tout ça. Hein. Moi, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ouais. Comme diraient certains complotistes, on nous écoute, on ne veut pas qu'on parle. Ok, bon, écoute. Ok, image figée. Bon, sur la pleine conscience. Là, ça a l'air mieux. Ok, bon. Ah, là, ça a l'air mieux. Okay. On va voir, moi, je vais voir. Je suis sur quoi en Wi-Fi. Pourtant, j'ai l'air d'être sur un. C'est pas mal, là. Bonjour, Daniel. Ok. Allez, du coup, je vais reprendre. Je disais donc. Voilà, je pense que c'est aussi un art de vivre. Donc, après, il y a la pratique de la méditation en pleine conscience, comme beaucoup de méditations, qui sont des outils pour développer une façon de vivre où on est plus conscient de ce qui nous entoure, de ce que l'on fait, de ce qui se joue, et puis voilà, et de cette vie aussi, de pouvoir en profiter, parce que quand on est pleinement conscient de ce que l'on est en train de faire, on peut en profiter. Alors que quand on est dans cette transe, l'inverse de la pleine conscience, c'est la transe.
La transe, c'est cette transe de distraction, d'accord, de distraction dans laquelle vous faites quelque chose et vous pensez à autre chose. Voilà. Et à partir du moment où vous faites ça, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Donc, l'objectif, c'est de revenir dans la pleine conscience. Et la pleine présence, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est être présent à ce que l'on fait. Être présent, c'est donc être connecté à son esprit ou à son âme, pour certains, comme ils l'appellent. Et du coup, de pouvoir vivre à travers son âme ou son esprit et pas à travers son mental. Voilà. Et je pense que cette méditation permet ça. Ensuite, plus tard, j'ai commencé à reméditer. Et c'était difficile au début parce que j'avais peur de m'ennuyer encore une fois et je m'étais dit ne rien faire c'est chiant, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas envie de le gaspiller à m'allonger et à rien faire. Et puis il a fallu que je fasse ce travail d'acceptation. Il fallait que j'accepte potentiellement de m'ennuyer, voilà, et de ne rien faire. Il fallait que j'accepte de gaspiller du temps finalement. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, et je me suis dit, ben voilà, il n'y a pas à attendre quoi que ce soit, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, je vais faire une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de méditation. Et je ne vais rien faire. Voilà. Et je vais juste rester présent. Et c'est aussi la méthode que j'utilise la nuit pour faire du voyage astral. Donc, le voyage astral, c'est différent, mais quelque part, c'est une autre forme de conscience. Et là, en fait, le fait d'avoir fait ça, le fait d'avoir repris la méditation et d'avoir accepté aussi que qu'il n'allait pas se passer quelque chose de particulier, parce que les premières fois que je faisais, j'étais dans l'attente de vivre des choses exceptionnelles en me disant, bon, maintenant je vais méditer, la méditation c'est vu comme quelque chose d'exceptionnel, donc du coup, apparemment il y a encore des problèmes de son. Ou est-ce que c'est que pour Alima ou est-ce que c'est pour tout le monde? Voilà, vous pouvez le marquer si jamais c'est votre cas. Donc voilà, il a fallu faire vraiment ce travail d'acceptation. À partir du moment où j'ai fait ce travail d'acceptation, j'ai pu recommencer à faire ça. Et puis accepter aussi qu'il n'allait pas se passer de choses exceptionnelles, magiques pendant mes méditations. Parce que forcément, l'attente fait que votre mental est dans l'observation de toute chose qui pourrait être différente. Et l'objectif, c'est de ne plus passer par son mental, donc c'est de ne plus être dans cette forme d'attente qu'il se passe quelque chose au niveau de votre corps. Merci Jennifer, du coup. Jennifer qui fonctionne, pour elle ça fonctionne, donc parfait, on continue. Voilà, et l'idée c'est vraiment d'arriver à lâcher un peu son mental, et pour ça, moi j'ai dû installer ce cadre qui était de dire, ok, j'accepte de m'ennuyer, et j'accepte qu'il ne se passera rien, et que c'est un moment pour moi. Voilà. Et à partir du moment où j'ai fait ça, eh bien, ça a commencé à augmenter un petit peu mon niveau vibratoire, qui a augmenté, ma connexion avec moi-même aussi, qui a été meilleure, le fait de pouvoir être plus intuitif, d'être plus à l'écoute de mes intuitions, capter plus de choses, d'être plus sensible aussi. Donc la méditation, elle augmente très fortement l'intuition, et si vous voulez vraiment développer votre intuition, moi je vous dirais, c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est vraiment la méditation, parce que à partir du moment où vous arrêtez le mental, eh bien vous pouvez écouter votre esprit. C'est une notion d'espace disponible. Et la pleine conscience, ça signifie rendre l'espace à son esprit. C'est-à-dire, c'est limiter la conscience dans votre mental, mais du coup, la mettre dans votre esprit. Et pour ça, moi j'imagine, je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu des schémas électriques, des schémas de principe en électricité. Vous avez un interrupteur, il y a ce qu'on appelle le va-et-vient. Le va-et-vient, vous savez, c'est quand vous appuyez sur un interrupteur dans une pièce, et puis à l'autre bout de la pièce, vous pouvez appuyer sur un autre interrupteur et ça commande la même lampe. D'accord? Et donc, il y a un interrupteur qui est comme ça, voilà, enfin une barre, et puis après, vous avez 2 circuits. Voilà. Et donc, l'interrupteur peut être soit à gauche, soit à droite. D'accord? Eh bien, là, c'est pareil. Soit il est à gauche, il est sur le mental, soit il peut être à droite sur votre esprit. La conscience, pour moi, c'est un peu ça. Ça bascule à gauche ou à droite. Le problème, c'est que quand c'est tout le temps à gauche, d'accord, la partie gauche de votre cerveau, c'est analytique.
C'est tout ce qui est le raisonnement logique de votre cerveau. Et après, il y a le côté droit. Le côté droit, c'est plus spirituel, c'est plus intuitif, c'est plus émotionnel aussi. Donc, le problème, c'est qu'en étant à gauche tout le temps, eh ben, c'est un peu rouillé. Donc, pour que ça passe de l'autre côté, il va falloir un petit peu de temps, il va falloir justement être disponible pour ça. Et à partir de ce moment-là, au bout d'un certain temps, hop, l'interrupteur va commencer à basculer de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, il ne se passera pas grand-chose parce que votre esprit n'a pas l'habitude d'avoir la parole. Il n'a pas l'habitude qu'on attende de lui qu'il puisse s'exprimer, qu'on lui laisse de la place. Ça fait tellement longtemps qu'il est présent mais silencieux que du coup, on l'entend peu. Et à force de faire ça, on apprend à chanter un peu aussi notre conscience et de la mettre à droite. Voilà. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet à notre mental d'apprendre aussi à fonctionner plus lentement, plus calmement et avec moins d'informations. Voilà, c'est d'arrêter d'accumuler les informations les unes au-dessus des autres, de les empiler dans notre mental et d'avoir un mental qui est surchargé. D'ailleurs, hein, Je t'entends plus, moi. T'entends plus? Ah, ok. Tu m'entends automatiquement. Ça coupe un peu, ouais. Ça coupe quand tu parles. Ça coupe un peu. Donc, à la limite, Amel, peut-être tu peux te mettre en silencieux du coup pendant que je parle et réenlever le mute du coup avec ton micro. Après, on ne sait jamais si ça prend de la bande passante avec le téléphone. Je ne sais pas si tu peux le faire. Non. Voilà. Bon, en tout cas, là, je t'entends, ça va. Et revenir, ça va marcher pour moi. Okay. Vous pouvez essayer, vous déconnecter, vous reconnecter si vous voyez que ça bug vraiment. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est donc d'apprendre à chanter et aussi parce que votre mental a l'habitude d'être surchargé. Et d'ailleurs, on parle beaucoup, vous savez, pour les jeunes mamans, enfin les femmes qui viennent d'avoir un enfant, et il y a tellement de choses à gérer en même temps que du coup, elles conservent tout en tête et on parle de la charge mentale. Voilà. La charge mentale, c'est d'accumuler toutes les choses à faire et il y en a plein la tête et quand on en a plein la tête, à un moment donné, ben, ça commence à chauffer en haut. C'est une forme de burn-out pour un surplus d'activité. Donc l'idée, c'est toujours de réduire finalement le nombre de choses à faire. Voilà. Et plus il y a de choses à faire, et plus on charge, et plus on charge, et plus on est dans notre mental, et plus on s'éloigne de notre esprit. Voilà. Donc oui, on peut arriver à gérer toujours plus de choses, oui, on peut toujours essayer d'être plus performant, d'être présent dans plein de choses, mais l'idée, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'être présent à sa vie. Et d'être présent à sa vie, c'est aussi d'être présent à travers son esprit. Et donc, c'est de diminuer un maximum de choses et d'accepter qu'il y a des choses qui ne vont pas se produire, d'accepter que ça mettra plus de temps, d'accepter que ce ne sera peut-être pas aussi bien fait, et d'accepter peut-être que on ne fera pas tout ce qu'on avait idéalisé, tout ce qu'on aimerait faire. Mais par contre, tout ce qu'on va faire, on va le faire de manière plus présente. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Amel, hier, je crois que c'était hier, hein, tu m'entends parler, mais tu disais même se brosser les dents, même, ça peut être mieux fait, même des choses simples, on peut bien faire les choses. Voilà. Mais l'idée, c'est de se décharger, comme dit Jennifer, c'est d'en faire moins, mais d'être plus présent à ce que l'on fait. C'est de penser moins aussi, mais c'est d'être plus présent dans nos pensées. Et pour moi, la pleine conscience, l'objectif, c'est vraiment un art de vivre. Voilà. Et le fait de faire des méditations de pleine conscience, si ça vous paraît... En fait, si ça vous paraît compliqué, parce que ça vous paraît trop long, etc., je vous dirais, ne vous dites pas que vous faire de la méditation pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures pour que ça fonctionne. Mais déjà, commencez par vivre en prenant conscience déjà de ce que vous faites et en essayant de ne pas penser à autre chose. Et quand vous voyez que vous le faites, vous vous entraînez à recentrer votre conscience sur ce que vous êtes en train de faire et uniquement sur ce que vous êtes en train de faire. Et pour ça, je dirais que le silence dans votre tête, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Le silence va permettre justement de laisser de la place. Et plus vous allez laisser de la place, et plus votre esprit va commencer à s'exprimer. Et plus il va commencer à s'exprimer,
Et plus du coup vous serez intuitif, plus vous serez présent, mais d'une autre façon. Vous serez conscient, mais d'une autre façon. Cathy qui dit la charge mentale n'est malheureusement pas. Alors là, ce que tu parles de silence. Effectivement, c'est beaucoup utilisé pour les jeunes mamans, la charge mentale. Mais après, bien sûr qu'on peut l'avoir dans plein d'autres domaines. Vas-y, Amel. Oui, je disais que le silence dans la tête, là, le silence du mental, c'est même pas forcément l'objectif de la pleine conscience, parce que se rendre compte en fait que le mental est un outil comme un autre, et d'observer ses pensées, c'est-à-dire d'observer quand elles jaillissent. Alors, c'est assez rigolo, on se dit mais d'où ça, enfin voilà, qui jaillit, et quand on la retient pas, la pensée, elle se dissout, et il y en a une autre qui va surgir, et elle va se dissoudre de la même manière sans arriver jusqu'au bout du truc, car à partir du moment où on l'accroche pas. Et parfois on va l'accrocher, on va la retenir, on va aller jusqu'au bout du machin, et on va se rendre compte qu'on s'est retrouvé embarqué par la pensée. Donc c'est de nouveau revenir à l'arrêt. On va voir nos pensées surgir, comme je disais, un observateur sur la rive qui regarde les bateaux passer au loin, ou les nuages. Eh bien, il y a des jours où on aura assez peu de pensées, et puis il y a des jours où on aura beaucoup de pensées. Et c'est pas un problème, parce que l'objectif, c'est pas ne penser à rien. L'objectif, c'est juste d'être en capacité de se mettre dans ce rôle d'observateur. Et il y a un maître, je sais pas si on appelle ça un maître, on va appeler ça un maître, Mooji, je ne sais pas si vous le connaissez, M2OJI. Alors lui, il est juste réjouissant. J'ai l'impression que tous les maîtres à penser, oui, alors ça, c'est juste génial. Je vous invite à voir cette vidéo. Moi, déjà, vous riez aux larmes parce que c'est très, très drôle. Et en même temps, c'est tellement exactement ça. C'est-à-dire, en fait, il dit, la métaphore, c'est quoi? C'est vous êtes au volant, et donc il imagine Mooji passager, et puis il y a un jeune méditant au volant, et il pleut, et donc il met les essuie-glaces. Et à chaque fois qu'il y a les essuie-glaces, il suit avec son volant le mouvement des essuie-glaces, et il lui fait, non, mais regarde la route, concentre-toi sur la route. Et en fait, tout ce qu'on fait à longueur de journée, c'est suivre les essuie-glaces dans notre tête, nos pensées qui nous emmènent partout, et on oublie de focaliser sur ce qui est essentiel. Donc, vraiment, cette vidéo, je vous la recommande, elle est juste géniale. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça donne envie de devenir méditant, parce que quand on voit Mooji, comme il rayonne de joie, enfin voilà, si ça devenir ça, c'est pas mal comme projet. Donc effectivement, le silence à l'intérieur de nous, il va être assez compliqué à obtenir, et c'est pas forcément l'objectif d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils vous disent, une fois vous allez faire une séance de méditation où vous allez être super bien, ça va être plutôt calme, et une autre fois ça va pas du tout être ça. Et c'est comme ça. Il faut accueillir ce qui est là. Les temps de pleine conscience se ressemblent mais ne se suivent pas forcément. Et puis les méditants vous disent aussi que si tu as du temps pour méditer, eh bien, médite 30 minutes. Et si tu n'as pas le temps, médite 1 heure. J'aime bien ce paradoxe parce qu'effectivement, moi, personnellement, quand je commence à m'emballer, quand je commence à être dans l'agitation, que je sens que ça ne va pas, ben j'arrête tout ce que je fais, je me pose. Et ça me permet justement voilà, que ça se décante en moi, que le calme revient et qu'après, je peux prendre les bonnes décisions. Donc, quand vous avez le temps, 30 minutes. Et quand vous n'avez pas le temps, 1 heure. C'est pas mal aussi de prendre conscience que moins on a le temps, et puis il faut s'arrêter. M2OJI, et puis je pense qu'il y a, je crois que c'est quoi la pleine conscience. Il avait fait une conférence, il m'a dit mais c'est quoi la pleine conscience, et là il vous explique ce que c'est. Voilà, c'est en anglais par contre. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu en. Peut-être qu'elle est traduite, elle est sous-titrée en français. Oui, il y en a qui sont traduits. M2OJI. Mooji. Et Mooji, c'est un être merveilleux. Franchement, je vous invite à regarder toutes ces conférences. C'est du bonheur. Plein de sagesse. Et alors, il faut savoir, c'est que les gens qui méditent, moi, j'étais très, voilà, j'avais beaucoup d'a priori aussi. Comment? Ah, ok. J'avais beaucoup d'a priori sur les méditants. J'imaginais que c'est des gens qui sont toujours très très calmes, qui sont jamais perturbés par les événements de la vie, qui se stressent pas. Alors non, détrompez-vous, ils sont comme vous et moi. C'est juste qu'en fait, il y a une étude qui a été faite et c'était très intéressant. D'ailleurs, celle qui m'a formée, elle a fait partie de l'étude. Ils ont pris des gens qui méditaient depuis très longtemps et des gens qui méditent pas du tout.
Et aux deux, ils ont fait subir un stress important, un entretien d'embauche, un faux, hein, tout le monde le sait, mais malgré tout, les conditions faisaient que vraiment c'était stressant. Et elle me racontait, elle était prof, et ils lui ont posé plein de questions hyper compliquées, où elle était prof en maths, elle devait compter, soustraire de 7 en 7 en partant de 3488, enfin un truc comme ça. Donc c'était hyper stressant avec un chronomètre. Enfin, elle m'a dit, franchement, j'ai stressé. Donc, ils ont fait des prélèvements de salive avant et après. Et ils se sont rendus compte, en fait, que les méditants, ils stressent autant que les autres. La seule chose qui change, c'est qu'ils reviennent beaucoup plus vite à la normale que les autres. C'est-à-dire que méditer ne vous empêche pas de stresser parce que, comme on le verra lundi, on va parler du stress. Le stress, c'est complètement normal. C'est une réaction normale. Mais simplement, revenir à l'équilibre, c'est ça qui est important. C'est pas ne pas stresser, c'est revenir rapidement à l'équilibre. Eh bien, la méditation, la pratique régulière de la méditation permet de revenir plus rapidement à l'équilibre, alors que les non-méditants, ils sont restés encore hauts en cortisol pendant beaucoup plus longtemps que les autres. Donc ça, c'est intéressant de comprendre en fait ce que ça fait, parce qu'on arrive justement à prendre du recul, à observer ce qui se passe en nous, à se détacher de ce qui est là, et finalement à retrouver une forme de calme intérieur. Donc c'est ça que ça apporte la pleine conscience, c'est vivre vraiment sa vie, non pas être en transe, hein, comme on est en voiture, on ne sait même pas le chemin qu'on a parcouru. Est-ce qu'on a envie vraiment de traverser notre vie comme des pilotes automatiques, ou est-ce qu'on a envie justement de comprendre ce qui se passe, d'être pleinement là, de s'observer et du coup de ne pas se retrouver à réagir automatiquement, à dire des mots qui dépassent notre pensée ou qui sortent trop vite de notre bouche, à faire des choses de manière tout le temps automatique. Justement, c'est l'inverse. La pleine conscience, c'est faire les choses justement en conscience et non pas automatique. Donc, c'est ça la promesse du truc, quoi. Donc, moi, je sais que ça m'a aidé de faire ce programme-là parce que c'est intense, parce qu'on y consacre vraiment 8 semaines. On modifie toutes les habitudes pour que ça rentre, voilà, pour que l'heure de méditation, les 45 minutes de méditation, elle rentre tous les jours. C'est une expérience fabuleuse et encore une fois, si vous vous rappelez la créativité, changer ses routines, ses habitudes, ça stimule. C'est partagé en plus parce qu'il y a des temps d'échange avec le groupe. J'ai trouvé que l'expérience excessivement riche, je la recommande fortement pour mettre un grand coup en fait. J'ai trouvé ça plus efficace que de faire des petits coups toute seule dans mon coin. Ça m'a vraiment amené à aller plus vite. Et l'expérience a été fabuleuse. Donc, je recommande vraiment ce programme MBSR il y en a de plus en plus, ça se développe beaucoup, beaucoup. Et c'est une bonne chose. Ouais, Nat médite tous les jours, donc elle sait à quel point c'est vrai tout ce qu'on dit. Je vais lire un peu vos commentaires, du coup, s'il y en a qui sont arrivés depuis le temps. Alors, Nadia qui avait dit c'est un art de vivre. Oui, perso, méditation, pleine conscience le soir au coucher, au lit. Du coup, je dors comme un bébé et me réveille de bonne humeur. Après, il y avait des petites coupures. Daniel qui nous dit qu'il va falloir qu'on se mette au langage des signes. Le temps qu'on apprenne, il va se passer un peu de temps. Comment se décharger on va faire les cœurs avec les doigts déjà. Ouais, c'est ça. Comment se décharger, dit Jennifer. Donc, c'était par rapport à la charge mentale. Comment se décharger de la charge mentale. Moi, je dirais, j'aurais tendance à dire, je vais apporter mon avis en tant qu'homme, elle apportera son avis peut-être en tant que femme. Ce ne sera pas forcément homme-femme, mais moi, je pense que ce qu'il faut, ce qui est important, c'est une idée que je lance après, mais c'est de revenir à l'essentiel. Ce que je me dis, c'est qu'il y a des pays, des civilisations qui ont moins que nous et qui arrivent à être plus heureux que nous, moins malades aussi. Donc, quand j'observe ça, je me dis qu'on fait sûrement beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. On a aussi beaucoup de sollicitations auxquelles on répond, qui ne sont pas nécessaires. Et on vit peut-être d'une manière trop complexe. On alimente un peu notre esprit aussi d'une façon trop intense. Facebook a mis en place une petite rubrique. C'est pas Facebook, c'est peut-être non, c'est le téléphone, c'est l'iPhone, qui définit combien d'heures par semaine vous êtes sur votre iPhone et combien d'heures par jour.
imaginez si déjà une partie de ce temps-là, vous consacrez à faire de la méditation. Mais rien que le nombre de fois où vous le déverrouillez, où vous regardez un petit peu sur Facebook, où vous scrollez un petit peu le fil d'actualité, ce qui s'y passe, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, Instagram, Snapchat ou n'importe quel autre site ou application ou jeu. Voilà. Et tout ça pour stimuler en fait votre mental, votre esprit, mais je dirais plutôt votre esprit mental quand même, qui a besoin d'aller chercher plus d'activité. Il y a une forme un peu de boulimie d'activité. Alors, il y a des activités, puis après, il y a des contraintes, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, la gestion de la maison, les tâches ménagères. Et là aussi, il y a des choses qui sont à faire, et puis après, il y a des choses qui sont obligatoires, et puis après, il y a des choses qui le sont. Voilà. Il y a des choses qui sont de l'ordre du confort. Et après, je pense que là-dessus, il faut redéfinir un ordre des priorités et peut-être une façon. Par exemple, le ménage, on peut dire que le ménage, c'est important, mais on pourrait très bien le faire 5 fois par jour, on pourrait le faire une fois par jour, on pourrait le faire une fois par semaine. Donc, là aussi, c'est très subjectif. Et les gens qui vont le faire tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. Donc après, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important de le faire plusieurs fois par jour ou une fois par jour? Est-ce que ça ne peut pas être plus espacé, par exemple? Ensuite, quand on a des enfants en bas âge, ils en mettent un peu partout. Donc oui, il faut ranger. Mais le problème, c'est que quand on range dans la foulée, ils en remettent encore partout. Donc là aussi, à quel rythme, du coup, on va ranger? Après, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des espaces, redéfinir des espaces dans lesquels ils vont s'exprimer? Après, est-ce qu'on ne peut pas limiter aussi les choses avec lesquelles ils vont s'exprimer? Peut-être. Donc, il y a aussi de ça. Et après, il y a combien de choses j'ai décidé de mettre aujourd'hui. Par exemple, il y a une grande difficulté pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise ou qui sont à leur compte, c'est que quand on est à son compte, on se dit, wow, une entreprise, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. En fait, on a l'impression que c'est infini. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Si je fais une toute liste des choses à faire, ça ne s'arrêtera pas. Et la difficulté, c'est d'essayer de tout concevoir en même temps, d'avoir tout en tête. Et j'aime bien une des méthodes de Tony Robbins, là, sur les 10 minutes morning, c'est vraiment les 10 minutes qu'il se met le matin pour faire sa journée, c'est qu'il définit juste ce qu'il va faire aujourd'hui. Et je trouve ça vachement bien parce que le fait de définir le juste aujourd'hui, j'essaie pas de caser les choses que je vais pas faire non plus et que j'essaierai de faire demain et après-demain et ma gestion de la semaine. Non, c'est juste aujourd'hui. Et déjà, ça libère dans votre tête beaucoup de place. Aujourd'hui, je vais faire que ça. Voilà. Et s'il y a des choses que je ne pourrais pas faire, eh bien, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Mais juste aujourd'hui. Et le juste aujourd'hui, je trouve que déjà, il libère de la place. Il devient très confortable dans votre esprit. Voilà. Et c'est pareil, parfois, vous pensez à des situations et vous pensez aux conséquences et à toutes les conséquences. Là, et vous imaginez les conséquences dans ce domaine, puis dans ce domaine, etc. Et là, c'est pareil. C'est peut-être, OK, vous autorisez à les penser à un moment donné, et puis ensuite, hop, mettre ça plus loin et de dire, je reviens juste à ce que je vis là, et je m'adapterai en fonction de ce qui viendra. Et il y a des situations qui sont maintenant et des situations qui sont plus tard. Les situations qui sont plus tard, ça ne sert à rien de générer un stress quand vous ne pouvez pas les gérer. Parce qu'il y aura une date, la date est prévue, c'est le 10 juin, le 25 juillet, il y a un événement, vous savez que, je sais pas, vous êtes en séparation, en divorce, vous passez au tribunal devant un juge des affaires familiales à ce moment-là, admettons, eh bien, ça ne sert à rien d'occuper de l'espace dans votre tête avec ça si vous ne pouvez pas le gérer maintenant. La question que je me pose systématiquement, c'est est-ce que je peux faire quelque chose maintenant ? Est-ce que c'est maintenant que je dois faire quelque chose? Et à partir de ce moment-là, je le fais. Et si c'est pas maintenant que je dois le gérer, je me dis, OK, à quel moment je devrais gérer ça? À quel moment il faudra que je rentre en action? Et s'il y a une date, voilà, dans ma tête, je considère ça et je me dis, voilà, à cette date-là, et s'il faut, je me mets une alerte sur mon téléphone, mais à cette date-là, de toute façon, mon esprit me le rappellera, je traiterai ce qu'il faudra faire. Et je mets dans une petite case et je fais en sorte, dans mon esprit, que ce soit clair, que ça libère toute la place dans mon esprit. Je vais pouvoir être serein avec ça et je m'interdis de stresser pour quelque chose dans lequel je ne peux pas agir aujourd'hui. Et donc là, c'est aussi
observer, on parle de pleine conscience, mais c'est aussi prendre conscience de son état interne. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que j'ai du stress? Est-ce que j'ai de l'anxiété? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis fatigué? Et tout ça, c'est dû à quoi? Et après, c'est comment je gère ça. Voilà. Et au fur et à mesure, je défais ça. Et après, je ne laisse pas s'accumuler. Voilà, une fois que c'est bien, c'est comme une maison, une fois qu'elle est propre, il ne faut pas commencer à mettre du bazar parce qu'après, à un moment donné, il faudra ranger et on va vivre dans le bazar. Ouais, dans sa tête, c'est pareil. D'ailleurs, la métaphore, il y a beaucoup de gens qui rangent leur maison pour ranger les idées dans leur tête. Classe, ça leur permet de se sentir mieux dans leur tête. Une fois qu'ils ont rangé la maison, c'est OK. Avant, ils ne peuvent pas réfléchir tant que la maison est en bazar. Pour le perfectionniste, vous devez vous reconnaître. Donc, voilà. Du coup, c'est ça. Moi, c'est clair dans ma tête. Je n'ai pas besoin de le faire dans ma maison. Dans ma tête, c'est clair. Et je fais du vide dans ma tête et dans mon corps. Et je fais en sorte de ne pas accumuler ni de stress ni d'inconfort dans mon corps. Et si j'en accumule, par exemple, par rapport au sport, je fais du sport, je vais avoir des courbatures, de la fatigue, tout de suite, je fais ce qu'il faut pour neutraliser ça. Je vais prendre un bon bain chaud, une bonne douchotte, je vais me reposer, je vais me coucher plus tôt le soir, je vais dormir. Et je vais faire ce qu'il faut, en tout cas, pour ne pas accumuler. Après, quand on accumule, c'est le bazar et on n'arrive plus à gérer. Donc voilà, moi j'irai juste pour conclure là-dessus, revenir à l'essentiel. Voilà, redéfinir qu'est-ce qui est essentiel, important, vital et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et après, ce qui ne l'est pas, comment on fait? Est-ce que du coup on espace? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que du coup on fait différemment? Est-ce qu'on se prend moins la tête? Est-ce qu'on met moins d'attente? Voilà. Amel, toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Alors, bon, je rejoins beaucoup dans les choses que tu as dites. Alors après, c'est vrai que statistiquement, c'est plus les femmes qui sont victimes de charge mentale. Et donc, moi, j'accompagne des femmes qui ont malheureusement cette machine qui s'emballe. Parce que la charge mentale, c'est ça. C'est qu'en fait, on a la tête dans le guidon et ça s'emballe et on n'arrive plus à prendre du recul. Donc, c'est compliqué, en fait, de faire le tri. Alors moi, quand les personnes que j'accompagne, elles peuvent d'ailleurs, c'est une bonne idée de se faire aider d'ailleurs, hein, quand c'est vraiment... quand ça a pris de trop grandes proportions et qu'on n'arrive plus à trouver la ressource en soi pour faire une pause et faire le tri, c'est pas idiot de demander de l'aide une fois, ne serait-ce que ponctuellement pour y voir clair. Alors, moi, ce que je propose aux gens, c'est déjà de lister tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles ont à faire, tout ce qu'elles ont décidé, la fameuse to-do list, vous savez. Donc, moi, je demande aux gens de lister, aux femmes en général, donc, de lister tout ce qu'elles sont censées faire. Ça peut être à la journée ou à la semaine. Je t'entends plus, Amel. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais... Du coup, je ne sais pas si ça a bloqué pour tout le monde. En tout cas, je ne vois plus Amel. Voilà, je vais répondre en même temps. Je vois une question de Virgevie. D'ailleurs, je vais la préciser en attendant que Amel revienne. Est-ce que vous m'entendez bien? Du coup, parce que je vois qu'Amel, ça a coupé. Voilà, elle est en train de se reconnecter. Ok, Virgevie qui dit, il me semble avoir entendu Mathieu dire au début du live que la transe était le contraire de la pleine conscience. Je voyais pourtant ça assez similaire. La transe, c'est un état de conscience modifié. La pleine conscience est aussi un état de conscience modifié par rapport à notre état habituel lorsqu'on ne la pratique pas ou trop peu. Non, je suis un peu perdu là. En fait, qu'est-ce que l'état habituel? La difficulté, elle est là. Et en fait, quand je dis c'est le contraire de la transe, il y a deux formes de transe. Il y a une transe de distraction et une transe d'hyperconcentration. Voilà. La pleine conscience, ça pourrait être plus une transe d'hyperconcentration. Ce qui va se rapprocher, par exemple, des sportifs de haut niveau. Quand ils sont en pleine transe dans leur sport, à ce moment-là, on va se retrouver dans une transe d'hyperconcentration. Par contre, dans la transe de distraction, on n'est pas du tout dans la pleine conscience. Voilà, et la plupart des transes, quand vous prenez votre voiture par exemple, vous êtes dans une forme de transe de distraction, c'est-à-dire que vous êtes en train de conduire, mais vous ne prenez pas conscience que vous conduisez, vous êtes vraiment dans vos pensées.
Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je peux très bien vous poser cette question, c'était quand la dernière fois que vous avez fait attention, vous avez porté votre attention sur la ligne et sur la ligne qui sépare les deux files de voiture, ou même sur le trottoir plutôt, sur l'espace qu'il y a entre le trottoir et votre roue de voiture. C'est est-ce que vous roulez loin du trottoir ou pas assez loin et par rapport à la ligne. Voilà, c'est quelque chose auquel on fait attention quand on est à l'auto-école parce qu'on a tendance à aller trop à droite, trop à gauche. Et après, quand on est en transe, on n'y fait plus attention. Donc ça roule tout seul, ça y va tout seul. Mais vous n'êtes pas conscient justement de ce genre de détails. Et la pleine conscience, c'est aussi reprendre conscience des détails et de tout ce qui vous entoure. Donc oui, on peut dire que c'est une transe de distraction et la pleine conscience, pour moi, c'est l'inverse de la distraction. Donc c'est l'inverse de cette transe-là. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas une transe, mais que l'inverse de la pleine conscience, c'est la transe de distraction. Moi, je fais méditation guidée avec Cédric Michel, dit Nat. Jennifer, merci Mathieu d'avoir répondu à ma question. Je vais essayer, mais difficile avec 3 enfants, rendez-vous, garderie d'activité, le travail, bien sûr. Et oui, c'est sûr que c'est difficile. Et après, le problème, c'est que voilà, il y a peut-être des choses où on peut prendre un peu moins de temps. C'est ce que je dis souvent à mon épouse qui fait beaucoup de choses aussi, qui gère énormément de choses. Et parfois, je lui dis, eh bien, il faut revoir les priorités. Et quand tu es fatigué, même si dans la journée de travail, comme elle est indépendante, je lui dis, il y a plein de choses à faire aussi. Et c'est les moments où il faut s'accorder un petit temps de repos, parce qu'après, quand les enfants reviennent, c'est plus difficile quand ils sont en bas âge d'avoir du temps pour soi. Donc, les moments où on les a pas, c'est là où il va falloir du coup capitaliser ces moments pour justement libérer aussi un peu notre esprit. Alors, apparemment, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mathieu, ok, c'est ok. Distraction, donc inconscient. Et oui, alors transdistraction, donc inconscient. La transe de distraction, c'est-à-dire, qu'est-ce que la transe? La transe, c'est la simultanéité d'une activité consciente et d'une activité inconsciente. D'accord? Votre conscient gère 7 informations par seconde et votre inconscient 7000. Donc, votre conscient va être focalisé sur quelque chose en particulier et votre inconscient va être focalisé sur autre chose. Il va être focalisé, votre conscient, par exemple, quand vous apprenez à conduire, il va être focalisé sur tous les détails. Ce que vous conduisez, le volant, l'endroit où il faut regarder, etc. Et à force de conduire votre voiture, consciemment, vous n'avez plus besoin d'être concentré sur la voiture. Donc, consciemment, vous allez penser à autre chose. Vous allez penser à peut-être où vous allez, ce que vous allez faire aujourd'hui, demain, ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez manger, si vous allez faire des courses ou pas. Et au niveau de votre inconscient, effectivement, au niveau de votre inconscient, eh bien, lui va mettre en place tout un tas de programmes que vous lui avez transmis, que vous avez appris, c'est-à-dire à conduire la voiture. Voilà. Tous ces programmes, vous les avez accumulés, vous les avez faits, vous avez enregistré comment il fallait conduire, comment il fallait accélérer, freiner, changer les vitesses, où est-ce qu'il fallait regarder, etc. Et donc tout ça, ça se passe de manière complètement automatique et naturelle, et ça, c'est l'inconscient qui le fait. Voilà. Donc soit on peut avoir le conscient et l'inconscient dans 2 directions opposées, d'accord, le conscient qui part d'un côté dans ses pensées et l'inconscient qui fait. Regardez simplement quand vous marchez, c'est aussi une forme de distraction. Donc en fait, je dirais que la transe, en réalité, elle est partout. Elle est partout, la transe, parce que quand vous marchez, vous n'êtes pas en train de vous dire je mets le pied droit, puis le pied gauche, puis le pied droit, et avec le pied droit, je balance le bras gauche, etc. Toute cette gestuelle, elle est automatique, et pourtant, vous avez appris à le faire quand vous étiez enfant. Donc, c'est bien que c'est automatique. Voilà. Et si c'est automatique, c'est donc votre inconscient qui le gère. Et à partir du moment où il le gère, il y a toujours la transe, finalement. La transe est toujours présente. Sauf qu'on peut aller plus loin dans la distraction ou on peut aller plus loin dans la pleine conscience et l'hyperconcentration. Quelle est la différence entre l'inconscient et le subconscient d'Isabelle? Alors, le subconscient, c'est une partie de l'inconscient qui a été définie, dans laquelle il y a tous nos apprentissages. Voilà. Souvent, il y a beaucoup de confusion, il y a plein de gens qui appellent ça le subconscient pour parler de l'inconscient. Le subconscient, c'est juste une partie de l'inconscient. L'inconscient, c'est donc tout ce qui est en dehors de notre champ de conscience. Donc, c'est très large, c'est très vaste, ça comprend tout. Et le subconscient, c'est cette partie de l'inconscient dans laquelle résident tous nos apprentissages. D'accord ?
l'inconscient comprend bien plus que nos apprentissages. Okay, mais les apprentissages, c'est apprendre à marcher, conduire une voiture, apprendre à communiquer, tenir un objet, c'est porter quelque chose, c'est tout ce que vous avez appris. D'accord? Tous les savoir-faire, si vous faites du sport, c'est la façon dont vous faites du sport, c'est la façon dont, je sais pas, dont vous jouez, tout ce que vous avez appris. Voilà, va se mettre à l'intérieur. Donc vous cuisinez, donc vous faites le ménage aussi, tout ça, dont vous lavez. Eh bien, vous avez tout appris et tout ça, c'est dans le subconscient. Et ça va s'exprimer d'une manière totalement naturelle et automatique. Voilà. Donc, en hypnose, il y en a qui parlent au subconscient. Moi, je parle à l'inconscient. Je m'adresse à l'inconscient en hypnose. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je suis en train de remonter en même temps. Tac, parce que j'étais passé directement. Voilà. Et Christine qui avait dit, essayez la technique du japa, même 10 minutes au début, c'est très intéressant comme expérience de méditation aussi. Je me dit tous les jours, tellement vrai, dit Nat. Super. Voilà. Et donc voilà, et donc ce que je disais pour moi, le fait que l'objectif c'était quand même de ne pas penser pendant la méditation. Oui, on peut observer, mais je pense que l'observation des pensées, c'est la première étape avant d'aller plus loin. Et d'ailleurs, dans la métaphore de Mooji, quand il parle des essuie-glaces, ce sont les pensées. Voilà, et donc l'objectif, c'est de ne plus voir les essuie-glaces. Donc c'est circuler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'à force de regarder au loin, oui, on voit les essuie-glaces, mais au bout d'un moment, on ne les voit plus. Voilà. Et c'est donc l'objectif. À partir du moment où vous ne voyez plus, vous êtes au focus au fond et vous voyez du coup à l'horizon. Alors que du coup, dans cette métaphore de la voiture avec la pluie, les essuie-glaces qui passent, et cette personne qui conduit et qui regarde que les essuie-glaces, ça devient dangereux parce que du coup, il n'arrive pas à regarder la route, donc il ne voit pas où il va. Et à partir du moment où on lui dit, mais si, arrête de regarder les essuie-glaces, regarde plus loin, regarde au fond, fixe un point en loin, et là, ça va passer. Donc d'ailleurs, en hypnose, on a ça pour partir en transe. On peut très bien utiliser un point que vous avez sur le mur, un endroit particulier. Vous fixez votre attention sur ce point en particulier et vous laissez votre attention uniquement sur ce point-là. Voilà. Les pensées vont venir, partir, et puis à un moment donné, il se peut qu'il n'y ait plus de pensées. Et il se peut même que vous soyez plus connecté à l'endroit auquel vous êtes en train de regarder. Il y a des gens pour qui il y a des transferts de conscience qui se font. Ils sont en train de regarder un élément de la nature. Et au fur et à mesure, leur conscience se transforme pas, elle se transverse, ou plutôt elle se dirige davantage, en tout cas, vers cette partie que ces personnes regardent. Alors, Daniel qui dit, quand vous parlez de voyage astral, de quoi s'agit-il? Eh bien, le voyage astral, c'est justement ça pour moi, c'est un voyage de la conscience. Donc, pas du mental, pour le coup, mais c'est un voyage de l'esprit. Et donc, la pleine conscience pour moi, c'est d'aller atteindre son esprit et de percevoir à travers son esprit. On pourrait dire c'est vivre en conscience de son esprit et non pas de son mental. Parce que le mental, c'est un piège, c'est une prison dans laquelle résident toutes nos croyances, les biais de perception, alors que notre esprit, du coup, va être plus libre de ces biais-là et va pouvoir observer différemment l'expérience. C'est-à-dire que quand il observe votre esprit, il est plus influé par ce qu'il en pense, mais il ressent l'expérience. C'est deux choses différentes. D'accord ? Votre mental se dit quelque chose de l'expérience et votre esprit est l'expérience. Voilà. Donc, comprenez bien ça. Pour moi, l'intérêt de la pleine conscience, c'est d'aller vers le fait d'être l'expérience et de non pas penser l'expérience ou concevoir l'expérience. C'est la vivre. Voilà. Et la pleine conscience emmène à vivre cette vie et non pas être juste dans une conception de la vie. Et le voyage astral, c'est apprendre à voyager, c'est sortir de son esprit mental, de son mental en tout cas, et c'est permettre à son esprit de voyager. Voilà. À partir du moment où il voyage, il peut voyager dans beaucoup de lieux, il y a beaucoup de dimensions différentes, il y a beaucoup de choses à explorer. Mais déjà, il faut commencer par le départ, c'est-à-dire arriver à se libérer un peu du mental. Et le voyage astral se fait souvent la nuit parce que c'est le plus facile, parce que c'est là où notre mental est à l'arrêt, c'est là où on est quasiment en train de dormir. Donc, il y a des méthodes qui sont faites que vous retrouverez sur Internet à travers des phases de réveil vers 5 heures, entre 4 et 6 heures du matin. Ah, petit retour d'Amel. Hop.
voilà, entre 4 et 6 heures du matin, vous allez retrouver un moment donné où votre mental décroche, du coup, puisque vous êtes censé dormir. Voilà. Et là, il faut ne pas bouger. Et si vous ne bougez pas à ce moment-là, eh bien, il y a une forme de paralysie du corps qui apparaît. Ça peut être assez paniquant à certains moments. Il y a aussi un filtre de sécurité, ça c'est mon avis à moi. Je pense qu'il y a un filtre de sécurité qui est que votre esprit va faire en sorte de vous faire peur pour ne pas sortir. Voilà. Donc, il se peut qu'à ce moment-là, vous percevez la pièce dans laquelle vous êtes et que vous perceviez un danger potentiel. Voilà. Et ce qui va faire que vous allez avoir peur, et cette peur va vous faire bouger absolument. Voilà. C'est un des filtres qui va vous empêcher de sortir. Mais si vous ne faites pas ça, si vous maintenez malgré tout, eh bien, vous arriverez à sortir. Et si vous sortez, vous allez vivre une expérience différente. Parfois, ça peut arriver alors que vous êtes en train de rêver, vous pouvez être propulsé. Cette conscience, ce switch que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, il arrive qu'il se produise pendant un rêve. Moi, ça m'est arrivé, c'était une expérience incroyable. J'étais en train de rêver et ça a switché. Ma conscience a basculé, j'étais plus dans le rêve, mais d'un coup, j'étais dans un voyage. Et hop, j'ai rebasculé à un autre moment dans le rêve a repris, et à un moment donné, du coup, c'est reparti dans le voyage. Du coup, j'ai pu vivre ce voyage. Cathy, est-ce qu'Amel pourra nous donner sa méthode? C'est MBSR. Voilà, méthode MBSR. Voilà. Pour se donner sa méthode pour la charge mentale demain ou autre. Je suis allé trop vite, Cathy, je suis désolé. La méthode MBSR, c'est pour la pratique de la pleine conscience. La méthode de beaucoup de médecins est d'assimiler ça. Dépression, une solution, médicaments du même genre. Voilà, bah ça tombe bien parce qu'on a prévu lundi de parler de la gestion du stress. Lundi. Donc, du coup, eh bien, on va en parler. Amel nous livrera un petit peu sa méthode. Amel, je vois que tu es revenu, mais on ne voit pas ta caméra, tu es toute blanche et du coup, on ne t'entend pas non plus. Donc, si tu m'entends, Amel, en tout cas, moi, je vois tout l'écran tout blanc. Je ne te vois pas, Amel. Et je ne t'entends pas non plus. Donc, voilà. Donc, lundi, on parlera de la gestion du stress et donc, Amel pourra reparler de tout ça. Voilà, aujourd'hui, elle a des petits problèmes de connexion parce qu'elle a un changement de box dans la journée et elle s'était connectée avec son téléphone, donc moins facile pour aujourd'hui, mais ça sera nickel pour lundi. Donc, voilà, on pourra répondre à toutes vos questions aussi là-dessus. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce live. Je vous invite encore une fois à le partager si vous ne l'avez pas fait. Merci pour votre présence. Passez un excellent week-end. On ne sera pas là demain et dimanche et on se retrouve lundi à 15h du coup pour la gestion du stress et une belle semaine. Et on parlera aussi des sujets autour de l'hypnose la semaine prochaine, du conscient, de l'inconscient. On parlera un peu de tout ça, de la transe, voilà. Peut-être de l'auto-hypnose aussi. Ouais, et si vous avez d'autres sujets, on en parlera également tous ensemble. Voilà, belle journée à tous et puis je vous dis à lundi. Bon après-midi. Au revoir.